Bonjour à tous. Merci d'être venus dans cette session, parmi le programme qui est plutôt vaste proposé sur ces 3 journées. Qui je suis en quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice Barallon, je suis un petit peu dans les courants de l'agilité en tant que coach agile, coach pro. Et puis au niveau perso, j'ai 2 enfants, hein, je suis maman, j'ai évidemment les 2 plus magnifiques enfants de la création, avec toute l'objectivité du monde. Euh, tu les connais, c'est pour ça que tu rigoles. Dont un enfant, mon aîné, qui a été diagnostiqué HPI il y a quelques années de ça, et ma fille qui a une suspicion de 10. Donc ce parcours en fait m'a un petit peu éclairé dans mon parcours professionnel, nous a beaucoup chamboulé, nous a ouvert des portes. Et en fait, je suis passée d'Alice au pays de l'agilité, Alice au pays des questions. C'est-à-dire quand vous avez un professionnel qui vous envoie par la tête cette espèce de diagnostic avec des termes qui jusqu'alors que vous n'aviez jamais entendus, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'on découvre le concept de neurodiversité. Ce concept amène tout un tas de questions, à savoir, ok, ces enfants, ils sont différents, ok, ces différences, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, qu'est-ce qu'on en fait à l'âge adulte? Notamment dans les équipes professionnelles qu'on côtoie, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils se fondent dans la masse? Comment est-ce qu'on peut accueillir leurs différences? Comment est-ce qu'on peut accueillir leur potentiel? Quelle place ils ont dans le monde de l'entreprise? Le postulat, c'est que les enseignants sont formés maintenant à ces différences. Quid des managers dans les organisations? Et puis, une question personnelle aussi, en tant que coach, comment est-ce qu'on peut cultiver ce terrain qui est favorable à leur accueil auprès des organisations? Voilà. Donc ce talk, il a un petit peu sa place au milieu de toutes les sessions de code. Hein. C'est pour ça que je vous dis merci aux orgas de l'avoir choisi. L'origine, en fait, c'est l'envie d'en parler. En parler, vous l'aurez compris, pour mes enfants. Et puis pour tous ceux qui se sentent différents, hein, ceux qui ont l'impression d'être un alien parmi les humains ou un humain parmi les aliens, ça dépend de quel côté on se place. Pour qu'ils soient accueillis dans des organisations où la différence, elle est vraiment connue, elle est reconnue, elle a sa place, pour rompre avec cette ignorance, avec le déni qu'on rencontre, avec des connaissances qui sont plus ou moins vagues, des idées super précises ou super imprécises, des experts beginners qui ont un avis sur tout et qui ne se privent pas de vous le donner. Pour remettre également de la substance dans ce concept d'inclusion. Également, pour mettre fin à tous les jugements, hein. Il y a la série sur TF1 qui repart fin avril. Donc, il y a plein de gens qui pensent que la neurodiversité se résume à ce qu'ils observent sur TF1, qui, de ce fait, ont plein de conseils super géniaux du genre « Ah mais oui, mais c'est un génie » ou « Moi, à ta place, je ferais ». Et puis aussi, une question qui m'a été posée, c'est statistiquement, ces différences sont tellement fréquentes qu'il y a peu de chances, il y a peu de probabilité que dans cette salle ou parmi vous, vous n'ayez pas rencontré ou côtoyé, à votre insu ou pas, des personnes qui sont neuroatypiques. Voilà, donc juste petit bémol, hein, c'est un point de vue non professionnel, j'ai un parcours de coach et non pas de pédiatre, de psychopédiatre ou autre. Donc l'histoire en fait de cette séance s'est basée beaucoup sur de la lecture, beaucoup sur des échanges avec des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont expliqué un petit peu leur quotidien. Et puis j'ai une croyance, c'est que si vous êtes venu ici, c'est peut-être pas par hasard, c'est que peut-être ça résonne chez vous. Voilà. Donc une citation qui m'a beaucoup posée, qui m'a beaucoup rassurée dans toutes ces questions en popcorn qui gravitaient. C'est une citation de Camus que je trouve très chouette et que j'ai publiée sur les réseaux, si vous l'avez peut-être vu passer, qui dit être différent, en fait, c'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est tout simplement être soi-même et être assez courageux pour l'accepter. Voilà, c'est un parti pris que je trouve super chouette. Il y en a une autre qui dit soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Donc,
On va un petit peu creuser le vif. Hein. Qu'est-ce que c'est que la neuroatypie? Qu'est-ce que c'est que la neurodiversité? Avec un pop quiz, hein, super smart. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence avec toutes ces personnes? Marilyn Monroe, Einstein, Nietzsche, De Vinci, Van Gogh, etc. Exactement. C'est des personnes qui sont dites neuroatypiques. Alors, il y a débat hein, là-dessus. Les neuroatypiques, c'est des gens qui répondent à des normes sociales, notamment à un test Weiss, dont le QI est supérieur à 130. Ce test est discutable parce que c'est un test qui a été créé par des psychonormés pour des psychonormés et qui fait que voilà, y a des gens qui ne s'y retrouvent pas forcément. Qu'est-ce qui les qualifie en fait? C'est des gens qui ont une façon bien à eux de penser, d'interagir avec le monde. Vous pouvez peut-être constater que parfois, vous pouvez avoir la perception qu'il y a parfois un manque d'intelligence relationnelle ou de sens d'autrui. Et puis, vous pouvez observer parfois peut-être de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité, ou, quoi qu'il arrive, une incompréhension de leurs forces et de ce fait de leur fragilité. Super, le téléphone qui sonne. Désolée. Donc, en termes de définition, la neuroatypie, qu'est-ce que c'est en une phrase? Ça a été pensé à la base pour les personnes qui ont des troubles autistiques. C'est un fonctionnement qui s'écarte de la norme, c'est-à-dire qu'on a une norme, et puis les personnes qui ont un fonctionnement qui s'écarte un petit peu de la courbe gaussienne que je vous ai présentée sont considérées un petit peu par cette définition. Il y a des différences, hein. Vous êtes une salle, on est tous différentes. Il y a des différences qui sautent aux yeux, des différences telles que la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le niveau social, l'âge, par exemple. Et puis, il y a des différences qui sont dites invisibles. C'est des différences qui ne se voient pas. C'est des différences avec lesquelles vous pouvez vivre avec, hein, sans en avoir conscience. Ok, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et c'est ok pour moi. Il y a des différences qui peuvent être compliquées à faire accepter à l'école. Par exemple, nous, quand on arrivait au collège, quand on a rencontré le directeur en disant bon bah voilà, notre fils il est un petit peu différent, voilà, il a été évalué comme ça, on nous a regardé comme ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ses parents, on va les claser dans le dossier parents pénibles là parce qu'ils arrivent déjà avec des demandes un petit peu particulières. Ça peut être compliqué également avec les collègues, hein, ça peut être compliqué avec la famille, les amis, ça peut être aussi compliqué pour soi-même parce que tout simplement ça se voit pas. C'est des différences qu'on peut cacher ou taire parce qu'on peut en avoir honte ou parce que ça peut paraître insignifiant par rapport à d'autres différences qui sont plus visibles et plus lourdes. Et puis, ça peut être également des différences qu'on renonce à évoquer parce que, quoi qu'il arrive, on sait que ça ne sera pas compris, donc c'est un petit peu une cause perdue. Voilà, donc il y a plusieurs planètes un petit peu dans cet univers de l'incompréhension. Avec l'univers des zappeurs, avec tout ce qui est hyperactivité, TDAH, trouble de l'attention. Il y a la planète des inversés, avec tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, etc. Il y a la planète des aspis, avec tout ce qui est autisme, Asperger. Et puis il y a la planète des zèbres, des surdoués, des HP. Donc je pourrais passer l'après-midi à vous raconter, à creuser, à échanger sur le sujet. Au vu de mon histoire personnelle et au vu des personnes un petit peu que j'ai côtoyées, je vais un peu mettre l'accent sur tout ce qui est rayures blanches et noires, donc zèbre, et puis autisme. Donc les humains, ils aiment bien. Les humains, ils aiment bien mettre dans des petites étiquettes, en fait, ça les rassure. C'est-à-dire, en tant que parents, on aime bien, vous savez, chez Ikea, ils vendent des petits meubles qui vont bien, dans lesquels on range les Lego, les jaunes avec les jaunes, les rouges avec les rouges, les Playmo avec les Playmo. En fait, on est super content à la fin de son après-midi quand on a rangé, parce que ça rassure vachement. Et en fait, il y a certains managers, le fait de mettre des étiquettes sur les coéquipiers, ça les rassure aussi, en fait. Ils ont l'impression que, hop, si je t'ai rangé dans un casier, ça me permet de t'anticiper, de t'analyser, etc. On voit à ce jour tous les tests, hein, les couleurs, MBTI et compagnie, t'es rouge, t'es bleu, t'es jaune. Non, moi, je suis arc-en-ciel, quoi. Je ne rentre pas dans vos catégories. Voilà. Donc, les zèbres, qui y sont, pourquoi les zèbres, en fait, c'est un concept qui a été proposé par une psychiatre qui s'appelle Jeanne Siofachin. Et en fait, elle propose le terme de zèbre parce que, en fait, c'est le seul animal de la savane qui ne s'est pas laissé dompter.
Donc ça, c'est un concept qui est assez intéressant. Et également parce que quand vous voyez un troupeau de zèbres, vous avez juste l'impression qu'ils sont tous pareils, mais en fait, leur robe, leur rayure est vraiment caractéristique. C'est un petit peu comme nous, nos empreintes digitales. Donc même si on a le sentiment qu'il y a des éléments qui se ressentent, qui sont communs dans leur personnalité, en fait, chacun est vraiment unique. Donc, qu'est-ce qui les caractérise ? L'intention, en fait, c'est un petit peu de démystifier, de parcourir les caractéristiques, histoire de démystifier les préjugés. Le problème, quand on en parle, c'est qu'on peut justement, c'est un petit peu le paradoxe de rendre visible l'invisible, c'est que plus vous en parlez, plus les gens ont un avis, plus ils ont un avis, plus ils le donnent. Voilà, ça peut stigmatiser, ça peut coller des étiquettes, ça peut mettre la pression. Je suis nanana avec tout le stress, toute la pression sociale qui va avec. J'avais envie de vous parler justement de leur singularité. Qu'est-ce qui les caractérise ? C'est l'aspiration au dépassement. J'ai mis la photo d'un navigateur qui s'appelle Sébastien Destremaux, en fait, qui a fait Vendée Globe dans des conditions qui sont juste incroyables. Il a parcouru les océans, le tour du monde, les tempêtes, etc. Et il est arrivé en fait, combien de jours ? Je ne me rappelle pas, 50 jours après le vainqueur. Et il dit en fait, mais j'ai rien gagné, mais je me suis dépassé. Et qu'est-ce qui caractérise ces personnes, si vous les avez avec vous dans vos équipes ? En fait, c'est cette aspiration au dépassement qui font qu'ils peuvent solliciter, mobiliser des ressources qui sont incroyables, extraordinaires, et de ce fait, c'est un petit peu comme un yin et un yang. L'autre côté de la face, c'est qu'ils ont des fragilités qui sont assez spécifiques. Une des fragilités est par exemple l'hypersensibilité. C'est-à-dire que chez ce type de personnes, tout est intense. Qui dit gros quotient intellectuel dit également gros quotient émotionnel. Tout est hyper chez eux. Hyper colérique, hyper joyeux, hyper motif, hyper intense, hyper susceptible, hyper tout. Un exemple, à la maison, s'il y en a parmi vous qui ont des ados, vous savez que chez l'ado, le problème de chaussettes n'est pas assimilé à la balle à linge. Il y a une espèce de logique qui n'est pas logique. Donc quand je regarde mon ado en lui disant, écoute, il y a les chaussettes qui traînent, la balle à linge, tout ça. Alors, je ne suis pas toujours CNV quand je m'adresse à lui pour la 70e fois. Oui, comment ça se fait ? Tu m'as pas rangé les chaussettes. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu le ton qui va avec. Et lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Ça va très très rapidement monter en épingle. Mais attends, mais tu me fais des reproches, mais j'ai pas ma place, mais tu m'aimes pas, tu me reconnais pas. Et il nous dit, mais de toute façon, qu'est-ce que je fais dans cette famille ? J'ai pas ma place et vous préférez que je sois mort. Donc, c'est très violent, c'est assez compliqué à absorber. Là, j'arrive à en parler sans me mettre à pleurer. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi, un gros travail d'accueil des émotions. On a fait un gros travail d'échange. Mais tout ça pour dire qu'un enfant, il grandit, il apprend à gérer ses émotions, il apprend à gérer cette intensité de la vie. Mais si vous en avez avec vous, dans des équipes, ça peut se caractériser comme ça. Le matin, on fait le daily, on fait le point devant le board en disant t'en es où, qu'est-ce que t'as fait hier ? Et si, par exemple, le Scrum Master ou une personne peut poser des questions, on peut remettre en question, qu'est-ce qui peut se passer en l'espace d'une seconde, voire même d'une fraction de seconde ? C'est oulala, mais tu m'as pas dit, j'ai pas fait. Mais j'ai complètement zappé, mais je suis pas à ma place, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais de toute façon, je suis nulle, je vaux rien, je vous mérite pas, et j'ai pas ma place dans l'équipe. Voilà. Donc évidemment, face à toute cette intensité, vous pouvez faire le constat, à vos dépens parfois, qu'il y a parfois, chez nous, on vient du sud-ouest, il y a une grosse vague qui s'appelle Bellara. Vous pouvez avoir un Bellara qui se déverse dans la pièce sans que vous ayez rien trop compris à 9h30 du matin, quoi. Qu'est-ce qui les caractérise en fait face à cette intensité ? C'est qu'ils ont une triptyque qui est très 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 importante. C'est qu'ils ont un besoin essentiel d'être aimés, d'être appréciés et d'être reconnus. Donc cette hyper-intensité, elle est liée avec de l'hyper-empathie. Cette empathie s'exprime évidemment au quotidien, c'est-à-dire que non seulement ils doivent gérer leurs propres émotions, mais ils doivent aussi absorber un petit peu comme des éponges les émotions des autres. Donc ça peut être justement un petit peu difficile pour eux et ça peut être compliqué dans la mesure où vous ressentez également ce que les autres ressentent. Le client qui n'est pas content, le commercial qui n'a pas vendu ou autre. Une autre caractéristique, c'est ce qu'on appelle le déficit de l'inhibition latente. C'est le sentiment d'en avoir plein la tête.
Votre cerveau, il reçoit tout un tas de sensations, hein. Il reçoit des odeurs, ça sent le café, ça sent les croissants, il reçoit du bruit, il voit des choses, des perceptions, du goût, des sensations sur la peau, etc. Et en fait, dans la tête d'un psychonormé, il y a tout ça qui est filtré, hein. Ça, je garde, ça, je trie, ça, je priorise, etc. J'en fais un truc qui fait que ça m'aide un petit peu à percevoir mon environnement. Dans la tête de ces personnes-là, en fait, il n'y a pas de priorisation. Tout est haute priorité. Ce qui fait que vous pouvez, peut-être, avoir le sentiment qu'ils sont graves à l'ouest, qui vivent sur un nuage, qui sont complètement hors sol, qui sont déconnectés, qui sont hyper angoissés, qu'il n'y a rien qui est structuré, et ça peut peut-être envoyer une image d'un aspect rêveur. La pensée en arborescente. Donc on en parle un petit peu là progressivement de ces modèles de pensée. Dans les neurosciences, il y a deux façons qui ont été identifiées. Il y a ce qu'on appelle la pensée linéaire, où pour aller d'une idée A à une idée B, je vais aller par le chemin le plus court. Et puis l'autre système de pensée, c'est la pensée en arborescence. C'est-à-dire pour aller du même point A au même point B, je vais peut-être commencer par le point M, en passant par Q, par W, par C, par E, me perdre 3 fois dans la boucle et revenir finalement au point d'arrivée. Tout le monde utilise les différents systèmes de pensée, hein. C'est présenté de façon un peu dichotomique, mais il y a plusieurs nuances, bien évidemment. Tout ça pose également la question de la référence, hein. De la référence, mon fils, quand je lui dis « va m'attraper mon sac rouge », il revient et me dit « il n'y avait qu'un sac grenat, donc je ne l'ai pas remonté, ce n'était pas ton sac rouge, désolé ». Voilà. Donc au quotidien, évidemment, tous les problèmes de vision, de priorisation, pourquoi c'est important, pourquoi tu as fait ça, etc. Voilà, ça se retranscrit tout simplement parce que se pose la question de la référence. Peu de personnes s'interrogent sur leur système de pensée. Moi, si je pense que le sac il est rouge, alors tu penses aussi que le sac il est rouge. Si je pense que ce qui est prioritaire c'est ça, j'en déduis que vu que je me suis exprimée de façon implicite ou que je l'ai dit plus ou moins, voilà. Donc ça peut générer évidemment ces dénis, ces malentendus, ces incompréhensions qu'on peut rencontrer au quotidien. Chez ce type de personnes, il y a un élément qui est hyper fondamental. C'est le sens de la justice et le sens de l'injustice. C'est-à-dire que, par exemple, chez mon enfant, il distingue ce qui est bon, ce qui est juste, et sa vision du juste, à lui. Voilà, avec toutes les tensions qui vont avec. Voilà. Donc, ils ont des valeurs morales qui sont hyper intenses, qui sont très, très marquées, et qui font partie intégrante de ces décisions, hein. Les valeurs morales, c'est sauver le monde, c'est sauver les gens, c'est sauver la planète, c'est des trucs qui sont juste grandioses. De ce fait, ça génère une quête absolue. C'est une quête absolue de la perfection, cette espèce de recherche perpétuelle. Si vous les avez avec vous, dans vos équipes, ils ne sont absolument pas compétitifs. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être le boss à la place du boss, mais par contre, ils seront hyper exigeants envers eux-mêmes. Soyez vigilants parce que, connaissant un petit peu ces profils-là, il peut y avoir des risques de burn-out si vous n'encouragez pas justement à avoir cet équilibre et à lâcher prise. Le besoin vital de sens. On parle beaucoup de start with why, de pourquoi, etc. Mais chez ces personnes-là, comprendre et donner du sens est vraiment quelque chose qui est super important. Ça peut être effractant pour un psychonormé parce qu'ils peuvent vous poser des questions que vous n'êtes pas posées jusqu'alors. C'est-à-dire qu'ils ont une vision non pas à 360 degrés, mais ils ont une vision à 720, quoi. Et c'est qu'ils vont aller voir toutes les zones d'ombre, tous les angles morts dans un sens et puis dans l'autre pour être sûr d'avoir rien oublié. Un exemple, par exemple, quand je fais les courses avec ma fille, elle me dit maman, on peut acheter du surimi. Bon, si tu veux, tiens, prends du surimi. Et puis elle me dit ouais, mais maman, on est dans une optique zéro déchet, il y a plein de plastique dans les boîtes et tout, c'est pas terrible. Bon, ok, on le repose. Ouais, mais maman, c'est bon le surimi. Ok, prends le surimi. Et puis un petit coup d'œil à Yuka, on se rend compte qu'il y a quelque chose, que c'est cancérigène, ça peut avoir des impacts sur la fertilité. Moi, je me dis, non mais attends, j'ai envie d'être grand-mère. Quand même, à un moment donné, donc tu poses le surimi, puis la boîte, elle peut faire 8 allers-retours pour faire les courses. Donc rien n'est simple. Un exemple dans la vie de tous les jours, c'est si par exemple vous êtes responsable produit et puis que vous allez lancer une nouvelle fonctionnalité, réunion équipe tout simple, tiens, j'ai besoin d'une fonctionnalité.
Vous pouvez en avoir un qui vous demande, ouais, mais ok, quid de la durabilité? Là, il y a le GIEC qui est sorti, on a 3 ans pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de la maintenance? Qu'est-ce qui gère de ce fait la mort du produit, la mort des humains, la question de vie sur la Terre? Quel impact sur l'environnement? Quel impact sur la vie? Est-ce que ça va rendre les gens plus heureux? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va rendre un monde meilleur grâce à cette fonctionnalité? De ce fait, bon, ok, on fait des choses, on travaille en équipe, est-ce qu'on va contribuer au bonheur de l'organisation, etc. Donc, ça peut être agaçant, ça peut être effractant parce qu'il vous pose des questions qui jusque-là, bah tiens, je vais prendre mon café chez Starbucks et puis ça s'arrête là, je ne me pose pas de questions. Mais si on commence à tirer, ça marche pour tout, hein. Le café chez Starbucks, les achats chez Amazon, tout y passe. Voilà. Donc pour éviter de se faire passer un petit peu pour le cas de service, qu'est-ce qui est adopté? C'est la personnalité de camouflage, ce qu'on appelle le faux self par le psychiatre Winnicott. C'est une personnalité qui est contrôlée pour montrer en fait ce que la société attend, ce que l'équipe attend, ce que le manager attend. C'est un espèce de masque qui va bien. Le risque, bien évidemment, c'est cette lutte intérieure entre qui vous êtes vraiment et puis le masque que vous portez, et puis qui est le masque qui prenne le dessus sur la personnalité qui elle est vraiment. Pourquoi il y a cette personnalité de camouflage qui émerge? Tout simplement pour satisfaire ce besoin d'être aimé, ce besoin de reconnaissance, cette peur d'être rejeté, de se retrouver mis à l'écart, et puis le besoin d'être désirable, d'être en sécurité. Voilà. Donc, encore une fois, quand vous en avez, quand vous savez les détecter, quand vous savez les comprendre, les accueillir, l'idée, c'est un petit peu d'autoriser à être qui la personne est réellement pour lever ce masque et laisser place à cette authenticité, donc mettre en place un cadre de confiance. Une petite vidéo que je trouve plutôt sympa, c'est Barack Obama, donc c'est une vidéo réelle que vous trouvez sur le site de la Maison-Blanche, donc avec lui, sa posture d'ancien président telle qu'on attend qu'il soit, hein, le nœud pape, la posture qui va bien, et ce qui se passe dans sa tête. Vous allez voir. Honestly, what they say doesn't bother me. I understand we've got an adversarial system. I'm a mellow sort of guy. And that's why I invited Luther, my anger translator, to join me here tonight. Your lily white butts. In our fast-changing world, traditions like the White House Correspondents' Dinner are important. I mean, really? What is this dinner? And why am I required to come to it? Jeb Bush, do you really want to do this? Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify old white people with some nonsense. Sharia law is coming to Cleveland. Run for the damn hills. Y'all's ridiculous. We won't always see eye to eye. Oh, and CNN, thank you so much for the wall-to-wall Ebola coverage. For 2 whole weeks, we were one step away from the Walking Dead. And then you all got up and just moved on to the next thing. That was awesome. Oh, and by the way, just if you haven't noticed, you don't have Ebola. J'arrête, hein. Je suis désolée pour la frustration. Je vous mettrai le lien parce que j'ai le timer là qui m'appelle. Je la trouve fantastique, moi, cette vidéo, d'avoir eu le courage de montrer justement ce qui se passe dans sa tête et le discours qu'il affiche. Toute ressemblance avec un événement télé d'hier soir ne serait bien évidemment que fortuite. Voilà. Donc le rapport à l'autorité. Donc évidemment, quand on a un besoin de vital, quand on a un besoin de sens qui est hyper vital, quand on a des questions qui popent en tête sans cesse, on peut avoir des réactions face à l'autorité, surtout si elle n'a pas de sens réel, et surtout si on vous demande de faire des choses qui peuvent être arbitraires, voire non fondées. C'est des personnes qui, vous avez peut-être pu le remarquer, vous avez peut-être pu être confrontés à eux, qui ont une implication émotionnelle très forte et qui, de ce fait, défendent leurs convictions avec beaucoup de frénésie.
Le constat, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de démissions, beaucoup de départs et puis des craquages face à tout ça. À l'inverse, si vous êtes un leader suffisamment engageant, motivant, c'est des super alliés dans vos équipes. Un exemple que vous avez pu vivre, on a tous des individus, des interactions plus que des outils. Certains croient beaucoup à l'outil et ils pensent que l'outil va solutionner l'humanité. Donc si vous êtes avec ce genre de personne qui vous dit ouais, pourquoi tu remplis pas ça, les process et tout, si pour la personne ça fait aucun sens, voilà, ça ne fait point de bon sens, et bien vous pouvez avoir justement une certaine rébellion. Alors que si la personne elle est alignée, elle se dit bon ok, je vais gagner du temps et tout, elle peut être justement un élément super favorable aux outils, au processus que vous attendez d'elle. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est une peur de l'échec qui est super marquée. Peur de se tromper, peur d'échouer, peur de décevoir. Attention, la honte de ne pas être ce que l'on pense que les autres attendent de nous. C'est-à-dire qu'on vous parle beaucoup de bienveillance et tout, mais en fait, c'est un jugement qui est hyper marqué pour soi-même et non pas pour les autres. Donc, couplé avec cette super lucidité dont je vous ai évoqué, ça a des impacts sur l'estime de soi. Surtout si, depuis l'enfance, vous avez des injonctions. Je pense à une conf à Devox de Anne-Sophie Girolemo qui parlait justement de reconnaissance. Ah non, c'est plus tard. Je me perds. Donc, avec des injonctions que vous avez pu recevoir depuis l'enfance, avec sois parfait, fais plaisir, tais-toi, mouche ton nez, dis bonjour à la dame et compagnie. Ça peut amener un niveau de stress qui fait que pour déclencher, la personne va aller chercher la perfection. Et la perfection, vu qu'elle est inatteignable, on arrive à des burn-out. Voilà. Donc tout ça, en général, est couplé avec un copain qui s'appelle l'imposteur. Là, je renvoie au talk d'Aurélie qui en parle beaucoup, Aurélie Desduchesses. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste qu'on a le sentiment d'être un escroc et que tôt ou tard, on va être démasqué. Donc de ce fait, vu qu'on a l'impression d'être un escroc, on met la barre méga trop, genre plus haut que les JO. Et puis de ce fait, on s'autoflagelle en se disant « mais je comprends pas, j'y suis pas arrivé ». Voilà, un petit focus sur les personnes à troubles autistiques. C'est des personnes qui développent ce qu'on appelle une hypo ou une hypersensibilité des sens. On appelle ça de l'hyperesthésie. Par exemple, l'odorat hyper développé, l'ouïe hyper développé ou autre. Ça veut dire qu'elles ressentent fortement les présences. Genre le Coco Chanel numéro 5 dans l'open space à forte dose, les odeurs de café et tout ça, et qui font que c'est des personnes qui ont besoin justement d'avoir un espèce de périmètre vital autour d'elles ou de se mettre en retrait. Gardez en tête que c'est des personnes qui ont un lien social qui est différent. Ça veut dire que pour elles, ça peut être compliqué d'avoir des interactions, genre je te regarde dans les yeux, j'acquiesce, etc. Parce que voilà, pour elles, ce n'est pas une norme qui est accueillie. Donc, quand le matin, vous faites le point équipe à 9h30, que la personne débarque à 11h en vous disant « j'ai rien à dire », ça peut être compliqué à gérer. Les trucs et les astuces qui peuvent être mis en place, c'est avoir un cadre en expliquant voilà, on fait un daily, qu'est-ce qu'on attend de toi, c'est tu réponds à ça. Voilà, c'est un petit peu une grille, contrairement aux autres où on laisse plutôt la liberté. Cette grille permet justement de poser un cadre et de comprendre l'interaction sociale, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on attend de la personne. C'est compliqué de demander de l'aide. À l'inverse, les fausses bonnes idées sont de leur proposer ou imposer de l'aide. Ça ne fonctionne pas forcément. Les intersections sociales sont compliquées. Si vous en avez dans vos équipes, oubliez les implicites. Explicitez tout. Soyez super précis, super borné sur la demande. Et puis gardez en tête que si vous les stimulez trop, ça peut générer une surcharge. En cas de surcharge, que font ces personnes? Elles vont un petit peu se recentrer dans leur espace personnel, dans leur espace qui leur appartient pour un peu se reposer. Il y a une série sur Arte que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Astrid et Raphaël. Je ne sais pas si vous l'avez vue, je vous la recommande parce qu'elle est très chouette. Et oui, ils expliquent justement l'analogie avec les cuillères. C'est-à-dire que pour des psychonormés, avoir des interactions, c'est normal, c'est OK. Pour une personne qui a des troubles autistiques, avoir des interactions, c'est un coût. C'est-à-dire que dans sa main, le matin, elle a X cuillères pour passer la journée, pour dire bonjour, pour aller au daily, pour prendre le métro, pour manger à la cantine et tout ça. Et quand la dose de cuillères est cramée, la personne peut devenir dysfonctionnelle. Donc l'idée, c'est que la gestion, les interactions, voilà, se gèrent, s'anticipent, et puis il ne faut pas trop vouloir en demander.
Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu des éléments, des critères, gardez en tête, hein, c'est comme l'identité, les empreintes digitales, chaque personne est unique, mais c'est des caractéristiques qu'on peut rencontrer. Comment ça se passe dans les organisations? L'inclusion, bah, c'est une réponse, hein, c'est une demande, pardon, c'est une demande forte de la société, au même titre que vous avez l'écologie, vous avez la demande sociétale qui veut que les organisations soient inclusives. Attention aux définitions, on ne cherche pas à avoir des visions idéalisées, mais plutôt accepter sincèrement et réellement les différences. Moi, je crois à titre personnel que l'entreprise de demain, elle est humainement intelligente. Elle est centrée sur la complexité des relations humaines et non pas sur les complexités techniques et technologiques. Par exemple, je bosse dans l'aéronautique à Toulouse, on est capable de faire voler un avion, mais on est incapable de faire bosser 10 personnes ensemble. Donc les interactions, enfin la complexité réside dans les interactions. Ce qui est chouette quand on fait réellement de l'inclusion, c'est de reconnaître cette diversité et de lui laisser la place d'exister. Il y a 2 risques au niveau des organisations, c'est ce qu'on appelle le biais de similarité, c'est-à-dire qu'on s'entoure de gens qui sont un petit peu comme nous, hein, qui pensent comme nous, qui font comme nous, qui ont les mêmes loisirs que nous, etc. Et le deuxième, c'est l'hétérogénéité en 2 groupes, c'est-à-dire qu'on pense souvent dans notre tête qu'on est méga open, et puis en fait, voilà, c'est loin d'être le cas. Parlons de complexité. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est le principe de sérendipité qui est présenté par monsieur Dave Snowden, qui a proposé à la matrice cinéphine, Knevin dit en gallois. C'est-à-dire qu'il faisait une étude, en fait, il a présenté un nodule sur un poumon à des radiologues. Il leur a dit, bah voilà, analysez le nodule, tatati, tatata. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous voyez, mais sur le nodule, il y a un gorille. Voilà. Et il y a une majorité de radiologues qui n'ont pas vu le nodule, qui n'ont pas vu le gorille. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement focus sur, sur ce qu'ils s'attendaient à voir, sur ce qu'ils devaient percevoir, qu'ils n'ont pas vu les éléments qui n'avaient pas leur place ici. C'est ce qu'on appelle la cécité d'inattention. Et une citation que j'aime beaucoup qui dit des moments, si vous ne voyez pas le problème, c'est peut-être que vous faites partie du problème. Les personnes qui voient le plus le gorille, justement, c'est les personnes qui souffrent de troubles autistiques. C'est-à-dire qu'elles ont une vision justement beaucoup plus périphérique du fonctionnement de l'équipe, du fonctionnement des problèmes, mais avec évidemment les difficultés qu'on vient d'évoquer. Donc on a réellement besoin des avis minoritaires dans l'équipe qui permet justement, Dave Snowden disait, d'expérimenter, d'incorporer cette neurodiversité et d'amener au principe de sérendipité. Principe de sérendipité, il y en a 2 qui sont assez connus. C'est le principe, c'est le post-it, hein, vous savez, l'espèce de truc qui colle là et qui fait que c'est repositionnable. Et le deuxième, c'est le Viagra. C'est-à-dire qu'une certaine entreprise qui s'appelait Pfizer faisait à l'époque des études sur les myocardites. Et puis ils se sont dit, les gars, on ne comprend pas, ils ne nous renvoient pas les cachetons à la fin du traitement. C'est bizarre, il y a un loup là. Et puis ils ont compris qu'effectivement, il y avait des effets secondaires qui n'étaient pas ceux auxquels ils pensaient. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu des heureux hasards dans l'équipe pour amener des trucs qui sont chouettes. Donc vous l'aurez compris, hein, la neurodiversité, c'est une chance, c'est une pensée complexe au service de tout ce qui est idéation, c'est une sensibilité au service de la créativité, c'est l'empathie au service des autres, et puis des émotions au service de cette joie de vivre. Hein. Des moments, il y a un peu Bellara qui débarque dans la salle, hein, cette espèce d'océan émotionnel, mais des moments, voilà, ça mène de la joie, ça mène des choses au quotidien. Voilà. Donc, au niveau des organisations, qu'est-ce qui est important de garder en tête? C'est qu'on est tous des humains. Et les humains, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des besoins. C'est-à-dire que si un besoin n'est pas accompli, eh bien l'humain, il va aller chercher à le déclencher. Besoin de reconnaissance, hein, on a des besoins qui sont des besoins psychologiques, des besoins sociologiques, des besoins écologiques, etc. Donc soyons vigilants au niveau des injonctions au niveau des organisations, à toutes les injonctions liées à la rhétorique qui parfois peuvent être maltraitantes. Hein. Je pense par exemple à il a pris, non comment on dit, on l'a remercié, sous-entendu voilà, il a pris la porte. Comment faire également? Ça consiste également à rembourser, à régler sa dette émotionnelle.
J'ai un profil agiliste, vous l'aurez compris, mais des moments, on est super bon pour donner des leçons vis-à-vis de son équipe. Et puis, quand on fait de l'introspection, on se rend compte qu'on a une dette émotionnelle qui est colossale et qu'on ne l'a toujours pas remboursée. Quand vous êtes manager et que vous travaillez avec de la diversité au sens large, vous l'aurez compris, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut lâcher prise, faut laisser du lest, oublier les processus. Votre équipe, elle est auto-organisée, vous donnez un cadre, une vision, un cadre sécuritaire, et puis vous les laissez faire. Surtout quand vous avez des gens qui ont une pensée arborescente, c'est-à-dire ils ont un objectif clair, ils n'ont aucune espèce d'idée de savoir comment ils vont l'atteindre. Donc si vous leur demandez de faire un plan sur 4 mois, ça va être compliqué pour eux de le réaliser. Pensez à la liberté si vous voulez plus de créativité également. Vous l'aurez compris, les responsabilités sont importantes. Fuir l'ennui, les bore-out, c'est catastrophique. Donner des challenges de mission qui ont du sens, vous l'aurez compris. Soyez explicite, évitez les « je pense que »,« tu me connais bien », etc. Acceptez les aménagements. Je trouve personnellement qu'on a eu 2 ans de télétravail où c'était un petit peu cool ce qu'on a vécu, et puis que tout doucement, il y a une volonté de réavoir les gens au niveau des organisations. Donc voilà, il y a des aménagements qui sont envisageables pour avoir des espaces personnels, des espaces de décompression. Gardez en tête, si vous êtes manager, que bien accompagner les gens qui sont psychonormés, c'est bien accompagner les gens qui sont différents dans la mesure où ils ont des besoins, mais ils sont juste un petit peu plus complexes. La reconnaissance, voilà, c'est là qu'elle intervient, Sophie Giraud, qui a fait une conf d'Evox là-dessus. La reconnaissance, c'est hyper vital. C'est capital. L'humain, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être apprécié, il est reconnu, besoin d'être reconnu. Et l'indifférence, c'est le pire des mots. L'indifférence, c'est quand on vous envoie un mail et puis que vous y répondez pas. L'indifférence, c'est quand, t'es là, toi, t'existes, etc. La reconnaissance, elle est authentique, elle est juste, elle est vraie et elle est sincère. Genre, c'est pas je te fais un petit câlin en espérant qu'en retour, tu me renvoies la monnaie de ce que je t'ai donné. Tout ça a des impacts évidemment sur la motivation. Je te reconnais tel que tu es, de ce fait tu existes. Et puis garde en tête, ça c'est un truc que j'ai appris récemment également, que c'est cool de donner de la reconnaissance aux autres, mais aussi apprenez à vous en donner à vous-même. Voilà, vous-même, c'est l'espèce de morceau de viande qui vous suit jusqu'à la fin de votre vie. Donc de temps en temps, il faut être généreux avec soi. La rencontre avec soi-même, en fait, ça part par l'écoute active. C'est accepter l'autre tel qu'il est de manière inconditionnelle. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des mamans. Quand vous êtes parent, ça marche aussi avec les papas, c'est vrai, vous avez le ventre qui s'arrondit, disons que tu sens un peu les coups de pied et tout. Et en fait, vous vous projetez. Vous avez 9 mois pour vous projeter, parfois plus. Et en fait, vous vous projetez sur votre enfant. Tiens, c'est un garçon, c'est une fille, il fera des études, il fera du sport, il aura les cheveux de sa mère, les yeux de son père, nanana. Donc votre enfant, quand il naît, en fait, il est nu. Mais il a déjà toutes ces projections familiales, parentales, qui arrivent sur ses petites épaules. Et en fait, le principe de l'amour inconditionnel, c'est je t'accueille tel que tu es. Tu feras peut-être pas de sport, tu ne chanteras peut-être pas correctement, tu feras peut-être pas une école d'ingé, mais c'est OK pour moi. J'essaierai pas de te façonner tel que mon père voulait que je sois et tel que j'aimerais que tu sois également. Et ça marche aussi avec les managers. Quand vous accueillez quelqu'un dans votre équipe, vous ne l'accueillez pas avec votre projection personnelle. Dans ma tête, quelqu'un, ça arrive à l'heure, ça fait ci, ça fait ça, nanani, nanana. Vous l'accueillez tel qu'il est réellement, et puis vous lui laissez sa place d'exister. Voilà, donc l'équipe, ce n'est pas en fait l'extension de la pensée du manager telle que j'aimerais que tu sois pour travailler avec moi. Donc ça permet également de faire tomber les masques, de renouer avec son identité, qui je suis réellement, qu'est-ce que je veux. Et puis ça repose évidemment sur des bases de confiance. Voilà, donc tout ça nous mène à l'introspection. En tant qu'agiliste, on est super balèze pour faire des rétrospectives, pour coller des post-it, mais la vraie introspection, c'est un petit peu la revisite de son intérieur, elle est plus compliquée à mettre en œuvre. Donc tout ça permet en fait d'être apaisé, de choisir ses combats, de renouer avec son identité en disant bon, ok, ça c'est un combat qui m'intéresse et j'y vais, et puis là je lâche l'affaire et puis ça me permet justement de lâcher prise. Tout ça amène des bouleversements, des changements, principe de changer de culture. On passe de la business agility peut-être plus à human agility ou à agility for human, avec des questions, des changements de perspective tels que la réussite, qu'est-ce que c'est ?
La réussite en soi, en fait, pour moi, c'est se donner les moyens de faire ce qu'on a réellement envie, ce qui nous plaît, et non pas de se soumettre à un travail. Pourquoi? Parce que c'est bien payé, c'est bien vu, il y a une place dans la société, etc. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais des moments, quand on sort, quand on rencontre du monde qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, première question, c'est comment tu t'appelles, et deuxième, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et non pas qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu as fait de génial, qu'est-ce qui te transcende, voilà. Donc la réussite, en fait, c'est être tout simplement heureux. Donc tout ça amène à des changements. Il me reste 5 minutes, donc voilà. Ça bouleverse, c'est disruptif. Hein, ça pourrait faire comment dire, une autre conférence sur tout ce qui est mécanisme de changement, les changements systémiques, etc. Donc vous l'aurez compris, un petit peu la conclusion, c'est que chacun a sa place. Hein, il y a plusieurs nuances et tout le monde a sa place dans les équipes, dans les organisations et dans la société. Voilà, un rapide merci à tous ceux qui ont échangé avec moi, qui m'ont permis de retranscrire, etc., de construire cette session. Et puis, j'ai une petite vidéo que je trouve ça chouette en guise de conclusion. Hop. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Voilà. Merci. Il resterait 3 minutes s'il y a des questions. M'entend ? Oui, très bien. C'est pas une question, je voulais vous remercier pour le talk. C'était intense. Merci. Merci. Merci aussi pour le talk. Une question, vous présentez 4 catégories assez claires, mais comment ça se passe pour les personnes qui ne savent pas précisément dans quelle catégorie elles sont? Majoritairement, ce que vous présentez sont des catégories qui sont généralement diagnostiquées dans l'enfance, mais qui sont beaucoup plus difficiles à diagnostiquer à l'âge adulte ou chez certaines personnes. En fait, comment ça se passe, grosso modo, pour ces personnes-là? Alors, c'est des psychiatres qui font les bilans chez les adultes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, chez un enfant, ça aide à comprendre, à aider. Je saute une classe, je saute pas une classe. En période d'adolescence, ça aide un petit peu à comprendre, à l'accompagner. Puis les parents, on est un peu démunis. Et chez un adulte, la question qui se passe, c'est ok, c'est un voyage intérieur. Est-ce que tu as envie de le passer? Est-ce que tu as envie de le comprendre? Et c'est des psys qui font ça. Donc il y a les tests et derrière, il y a le bilan qui va avec des explications, des accompagnements. Et puis, à mon sens, c'est pas des catégories. C'est vraiment, je réagis comme ça, ok, je comprends maintenant, tout s'explique et ça aide un petit peu à se comprendre soi et puis à se construire, à mon sens, dans l'identité de la personne. Après, dans la neuroatypie, il y en a qui sont considérés comme des handicaps et d'autres qui ne le sont pas, qui ne sont pas reconnus comme handicaps. Voilà, donc il y a différentes nuances, il y a différents niveaux, c'est vraiment de la complexité. Il reste 40 secondes pour une question. Une question au fond. Merci.
Bonjour. Est-ce que vous avez des exemples de personnes de haut potentiel intellectuel qui ont été acceptées dans des entreprises où le management était encourageant et où on a pu voir justement se développer des capacités spécifiques? Oui, beaucoup. Beaucoup. Après, c'est des personnes qui ne le disent pas. C'est les différences invisibles parce qu'on en a honte, parce qu'on a peur d'être catégorisé. Parce que ouais, on se sent différent. Le fait d'en parler, ça c'est un sujet qui m'a beaucoup brassé, sincèrement. J'ai pas mal lu, j'ai pas mal échangé, et le fait d'en parler, les gens, ça résonne chez eux. Et après, c'est vrai qu'on arrive à les percevoir en disant « toi, je ressens un petit peu des choses qui font que tu pourrais faire partie de ces profils-là. » Donc c'est un peu des résonances, des quêtes personnelles, je dirais. Après, il y en a qui le gardent pour eux parce qu'ils vivent avec, mais c'est OK pour eux. Merci beaucoup.